Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, on parle d'argent et d'investissement, un sujet parfois obscur pour les étudiants. Alors, on s'est tous déjà au moins posé la question, ou au moins dit ces choses-là. Donc, est-ce qu'investir, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que j'ai vraiment de l'argent? Est-ce que mon argent va vraiment est-ce que mon argent va vraiment servir à ça? J'ai déjà un livret, donc ça passe. L'investissement, c'est que pour les experts. Ou encore, est-ce que mettre tout l'héritage de papy-mamie dans la crypto, ça va vraiment me rendre riche? Alors aujourd'hui, l'enjeu de cet épisode, ça va être un petit peu de démystifier tout ça, un petit peu tout ce côté opaque, obscur qu'est l'investissement, surtout quand on est étudiant. Et vous allez voir que les choses sont plus simples et moins épuisantes qu'on ne le pense. Et l'invité du jour va tenter de nous éclaircir un peu la situation. Alors je vais vous le présenter. C'est Maxime, qui est diplômé de l'École centrale de Lyon, qui va nous apprendre un peu plus sur la gestion de son argent et déconstruire certaines idées reçues qu'on se fait de l'investissement quand on est étudiant. Bonjour Maxime. Bonjour à tous, bonjour à toi. Comment ça va? Ma foi, je crois que tout va pour le mieux. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je te remercie vraiment. Donc ça... Pas toi, hein. Moi je réponds présent, hein, quand on m'appelle. Mais oui, du coup, voilà, l'enjeu, comme je l'ai dit, ça va essayer d'un petit peu nous aiguiller, nous guider à travers ce monde un petit peu obscur, un petit peu opaque, qui est l'investissement, surtout quand on est étudiant, on est un petit peu perdu dans ce flot d'informations, et surtout, on a tous des idées reçues, tous des préjugés, et je pense que tu vas vraiment nous aider un petit peu à la déconstruire et à avoir un peu plus clair là-dedans, je pense. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Avant de passer à l'interview, je te propose de regarder quelques statistiques intéressantes. Alors, je la sors pas de nulle part, je la sors des Échos, qui nous dit que de plus en plus de jeunes développent une appétence pour l'investissement, surtout quand ils perçoivent leur premier salaire depuis la crise sanitaire. Donc c'est vrai que quand on a notre premier salaire, on se dit bon, je vais pouvoir un peu économiser, un peu mettre de côté pour les vacances, pour des projets, pour d'autres choses. Mais c'est vrai que là, on a cette appétence qui naît de plus en plus, surtout depuis la crise sanitaire, d'après les Échos. Et d'après l'AMF, donc j'explique pour les auditeurs ce que c'est que l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est une autorité publique indépendante qui est chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers et à l'information des investisseurs et surtout au bon fonctionnement des marchés. Et l'AMF, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'AMF, elle nous dit que 43% des Français de moins de 35 ans se disent intéressés par des investissements en actions contre 30% en 2022. C'est quand même fort, hein. Enfin, on a quand même pris plus de 13 points, quasiment 13 points en 2 ans. Et qu'est-ce que t'en penses là, Maxime? Est-ce que tu le savais? Est-ce que ça te parle? Ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce chiffre-là? Alors je connaissais pas ces statistiques-là. Après, alors sur les 2 ans depuis le covid, là, je sais pas forcément, mais c'est vrai que, si on regarde sur les dernières décennies, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent et qui investissent parce que tout simplement, c'est devenu beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'il y a encore, 20 ans, on n'était peut-être pas on n'était pas tous nés, mais il fallait passer par des banques, il fallait passer par des courtiers physiques, il fallait se déplacer, monter des dossiers, c'était très lourd. Alors qu'aujourd'hui, en quelques clics, on peut créer un compte, tout se fait en ligne très facilement. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'informations auxquelles on a accès directement en ligne. Donc Mm. beaucoup plus de jeunes peuvent se former et ça devient beaucoup plus accessible. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord. Et une autre des raisons que donnent les Échos, c'est que la part des jeunes investisseurs est en augmentation du fait que les jeunes acceptent un peu plus le risque que les aînés. C'est vrai que nos aînés, nos parents, ils nous disent tous, oui, garde ton argent, et, ça peut très vite, c'est très volatile, ça s'en va, ça revient. Mais c'est vrai que c'est les jeunes investisseurs en tout cas, ont plus tendance à accepter cette dose de, on va dire entre guillemets, de danger. Et d'autre part, une autre statistique, on constate que 27% des jeunes de moins de 35 ans qui ne se lancent pas affirment que cela est principalement dû soit à un manque d'information, soit à un manque d'accompagnement, alors qu'ils étaient entre 15 et 18 pour l'ensemble de la population française. Donc on voit que les jeunes sont beaucoup plus touchés ou sont beaucoup plus affectés par cela, par ce manque d'information, ce manque de transparence. Et donc ça un petit peu, ça les, j'arrive pas à trouver les mots, mais c'est une sorte de frein, une frein à investir, à se lancer dans cette aventure-là.
Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça ou est-ce que tu as peut-être autour de toi, tu as des gens qui en ont déjà parlé? Bah, en tout cas, je comprends, tout à fait ces statistiques, hein. C'est sûr qu'on pourra en reparler par la suite, hein, mais je trouve que c'est quand même, étonnant et dommage qu'on ne présente pas tous ces sujets financiers sans aller dans des sujets très complexes, et rentrer dans de la finance ou quoi. Mais au moins expliquer, ce que c'est que gérer son argent. Ça, c'est des choses qu'on pourrait expliquer déjà dès le lycée, même dès le collège, on pourrait commencer à apprendre à gérer son budget, son argent. Et pour moi, toute personne qui passe le bac, au lycée, on devrait apprendre au moins ce que c'est qu'un livret A, tout ça et une assurance vie et cetera. Et c'est vrai que nous 2 qui avons fait quand même des écoles d'ingénieurs, donc ce sont quand même des études assez, renommées. Honnêtement, quand je sortais d'école d'ingénieur, je savais même pas ce que c'était vraiment une assurance vie et je trouve ça quand même assez grave, de se dire qu'à ce niveau-là d'études, on l'est pas appris alors que ça devrait être, acquis, dès le lycée. Mmh. Je comprends tout à fait. Ouais, je vois tout à fait ton point de vue et c'est vrai que voilà, c'est ce manque d'information, ce manque d'éducation, plus ou moins d'instruction sur ces choses laisse cruellement à désirer, je pense, surtout en France. Enfin, surtout, on a quand même on arrive à avoir facilement de l'accès sur Internet, sur tout un tas de sujets, mais c'est vrai que l'investissement, ça reste une part assez opaque, je pense. Je parle depuis tout à l'heure, mais je vous ai pas présenté Maxime et comment on s'est connus. Alors, comment j'ai fait la connaissance de Maxime, c'est simple, on s'est connus en prépa, au lycée Masséna à Nice, on a fait notre prépa ensemble, première année et deuxième année. Moi, j'ai redoublé, mais ça sera un futur épisode de podcast. Puis après, on a vraiment appris à se connaître en école d'ingénieur hein, à Centrale. Donc, dès les premières semaines, si je dis pas bêtises, quand moi j'étais en première année, toi, t'étais déjà en début de deuxième. C'est vraiment là où on a vraiment appris à se connaître. C'est ça, les bons souvenirs. Les bons souvenirs reviennent. Et, euh, et après, bah, au fur et à mesure, bah, on parlait de plein de sujets. Et je sais plus quand est-ce que c'est précisément, quand est-ce que c'est précisément qu'on a parlé de l'investissement, de plan d'investissement, d'épargne. Je sais plus de quand ça date, mais c'est vrai qu'on en reparle assez régulièrement et comment faire croître son argent. C'est vrai que c'est des thématiques qui nous intéressent. Enfin, en tout cas, tu m'as comment dire, ouvert les yeux sur tout un pan, sur tout un monde qui m'était vraiment inconnu ou sur lequel peut-être que j'occultais totalement. Et c'est vraiment, ça m'a fait réaliser plein de choses, je pense. Bah, moi, en tout cas, je me suis intéressé en rentrant dans la vie active et toi, tu as commencé à en parler aussi quand tu es rentré dans la vie active. Parce Mm. qu'on avait du coup, 2 ans d'écart, quand on est entré sur la vie active et c'est là, en fait, on a commencé à s'y intéresser parce qu'en école, ça paraît très abstrait, on a d'autres choses à faire et quand tu commences à rentrer vraiment et à te dire: «Qu'est-ce que je fais de mon salaire?» et cetera, c'est là où tu commences à t'intéresser à ces sujets-là. Mm. Ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'avais mes premiers salaires ou on va dire mes premières thunes, mes premiers sous, mes premiers deniers, je me disais bon, on va pas les laisser reposer, on va pas les laisser dormir. On entend tous parler de crypto, on entend tous parler de d'investissement dans des PEA, des sigles assez étranges. Et c'est vrai que bah, quand j'en ai parlé avec toi, tu m'as un petit peu donné des pistes, un petit peu, on va dire, tout simplement fait de la vulgarisation, tout simplement. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Et je me dis, mais que tout le monde en profite, que tout le monde profite du savoir de Maître Maxime pour se cultiver sur ce domaine. J'irai pas jusque-là, mais bon. Alors, on verra au fur et à mesure de l'interview. Alors, je te propose qu'on commence par un petit peu les débuts, comment tu t'es lancé dans l'investissement. Donc, pour toi, c'était quoi l'élément déclencheur, l'élément qui t'a poussé à t'informer et à en connaître davantage sur le monde de l'investissement? Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement et à la finance en général, je pense de la pire manière possible. C'est-à-dire que Dis-nous tout. j'étais sur YouTube, je me perdais sur YouTube et l'algorithme me proposait plein de vidéos, tout ça et moi, comme j'aime bien l'informatique et les mathématiques et cetera, bah, j'ai fini par tomber sur une vidéo, d'un gars qui parlait d'un algorithme de trading. Donc des algorithmes en gros qui te disent quand rentrer en position sur tel marché, quand sortir et cetera et en fait, moi, ce qui m'avait intéressé dans cette vidéo, c'était même pas l'aspect finance, trading et cetera, c'était vraiment l'aspect algorithme informatique. Parce qu'il avait abordé la finance d'un point de vue très, mathématique. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, ça parlait de moyenne mobile, voilà, des trucs comme ça, les bandes de Bollinger. Moi, c'est vraiment du trading, c'est spécifique. Mais en gros, c'est des formules, si tu veux, mathématiques qui permettent de voir la tendance du marché, en gros. Et donc il expliquait, comment faire un algorithme de trading, tout ça.
Et donc du coup, de là, je me suis commencé à me renseigner dessus. J'ai passé des semaines et des mois à vraiment me former en profondeur sur le trading et petit à petit, j'ai dérivé sur la finance, globale, générale et j'en suis arrivé à l'investissement. Et OK. je profite qu'on parle de YouTube et cetera pour dire que, ce genre de vidéos, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où on te parle d'investissement, de trading et cetera. Il faut faire attention parce que beaucoup de vidéos, sont faites par des guignols qui veulent juste vendre des formations. Ça peut être très dangereux parce qu'ils jouent de leur notoriété et cetera et ça, tu les vois tout le temps sur YouTube, hein, les vidéos du style, «Comment je gagne 10 000 € par mois sans rien faire, grâce à mon algorithme de trading» et cetera. Comment je Et donc voilà, génère, 50 000 € en passif, c'est exactement ça. Ils t'expliquent comment devenir rentier à 20 ans et ne plus travailler de ta vie et cetera. Donc ouais, il y a beaucoup de vidéos là-dessus alors qu'en fait, c'est juste des guignols qui te vendent des formations. Parce que si, vous imaginez bien que s'ils sont capables de générer 10 000 € en passif, ils passeraient pas leur temps sur YouTube. Ça demande beaucoup de temps quand même de gérer une chaîne YouTube. Ils passeraient pas autant de temps à faire des vidéos sur YouTube et cetera, à faire de la formation. Donc c'est justement que le trading ne leur apporte rien du tout et que leur activité principale, c'est de vendre des formations de trading. mmh. Donc ils t'apprennent à faire ce qu'eux-mêmes ne savent pas faire. Donc voilà, après je vais pas critiquer sur tout le monde, hein, il y en a qui sont bons aussi. Faites attention au trading. Le trading, on va en reparler, c'est pas du tout de l'investissement, c'est 2 choses différentes. Heu, voilà, l'investissement, c'est quelque chose de beaucoup plus périn sur du long terme. Le trading, il faut vraiment un savoir-faire et c'est beaucoup plus risqué. Donc je Mmh. fais tout de suite la distinction entre les 2. Ouais et du coup, ouais, voilà, est-ce que tu penses que, voilà, ce genre de vidéo, ce, ces gens-là, ces gens qui font ces activités-là, ça participe pas au fait que les gens sont de plus en plus réticents à investir, se dire: «Bon, bah, il y a des il y a des gens qui font tout ça pour vendre des formations ou qui vendent du bullshit», on va le dire clairement, on va dire les termes, on va parler français. Est-ce que tu penses que ça participe pas un petit peu, voilà, à cette peur généralisée qu'ont les jeunes sur l'investissement? Bah, en tout cas, ça contribue au sentiment général qu'ont plutôt nos parents, parce que tu l'as dit, les jeunes ont un peu plus d'appétence au risque. Mais c'est vrai qu'on a cette image que la bourse et cetera, c'est des choses qui sont risquées et c'est vrai, hein, si on ne maîtrise pas, ça peut être risqué, si on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Mais le problème, c'est qu'on en reparlera après parce que, là, j'ai tapé sur les youtubeurs, tout ça, mais après je taperai sur, des plateformes de trading. Mais en gros, voilà, il y en a qui essayent de rendre le truc facile et comme si c'était un peu un jeu, comme si voilà, c'était, alors qu'en réalité, il faut quand même savoir un minimum de ce qu'on fait et le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques, hein. Il y a dans le monde de la finance, tout ça, dans le trading, de l'investissement, comme on te vend du rêve, bah, forcément derrière, tu as aussi des influenceurs. Là, il y en a un, je sais pas comment il s'appelle, la marque, je sais pas quoi, il a été épinglé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il te vendait des trucs de trading, ce qu'on appelle le copy trading. Ah Je sais oui. pas si tu connais, mais c'est certaines plateformes, en gros, qui te proposent de copier toutes les positions que font des traders soi-disant, un Ouais, peu plus du expérimentés. copiage de portefeuille, C'est ça, tu copies leur portefeuille, d'investissement, enfin de trading plutôt. mmh Mais sauf qu'en fait, c'est les traders, en l'occurrence, c'est pas du tout des mastros de la finance, hein. C'est des gars random qui ont eu une chance à un moment donné, qui ont eu un bon rendement et la semaine d'après, ils vont se faire un rendement catastrophique et toi, comme tu les suis bêtement, sans savoir, beh, tu te fais avoir et voilà. mh. Donc oui, non, c'est sûr qu'il y a bref, faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de on te fait croire de faux trucs et voilà. De manière générale, il y a pas d'argent facile, hein, ça existe pas l'argent facile. Donc voilà. Mmh. Apprenez-le, retenez ça les enfants, il n'y a pas d'argent facile. Ah ouais, non, ça existe pas, il y a toujours une contrepartie. Mmh. C'est l'échange équivalent, comme on dirait dans Fullmetal Alchemist, il y a pas de on peut pas tout gagner, on peut pas tout perdre, c'est qu'il y a un échange qui est équivalent. Alors, donc tu nous parles d'arnaque, tu nous parles de voilà tes premiers pas, ton élément déclencheur, mais c'était quoi vraiment tes premiers pas dans l'investissement en lui-même? Et s'il y en a eu, c'était quoi tes premières erreurs vu que tu nous dis voilà qu'il y a des arnaques, qu'il y a des gens qui essaient d'abuser un petit peu de situation. Donc, est-ce que tu peux nous un petit peu nous développer sur ce point-là? Bah, en gros, le plus important, le premier pas et le pas essentiel, c'est de se former et ça sera pas que au début, hein. C'est pas qu'un premier pas, c'est tout au long de ta vie de voilà, d'investisseur et cetera. Il faut se former continuellement, il faut comprendre ce que représente chaque actif, quels sont les risques, quels sont les intérêts. Voilà, c'est des trucs qui sont c'est pas vraiment compliqué en soi, hein, et on va en reparler, hein, de tous ces supports d'investissement. Il y a rien de compliqué, c'est juste qu'il y en a beaucoup et chacune a des spécificités, voilà, qui demandent de s'y attarder un petit moment. Voilà, faut vraiment prendre le temps moi j'ai passé des semaines, des mois, hein, c'est même, ça fait plus de maintenant de 3-4 ans que je m'y intéresse. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de s'y intéresser et concrètement, moi, ce que j'ai fait une fois que j'ai compris tous les supports d'investissement et cetera, les premières choses que j'ai fait,
C'est dans un premier temps, c'est que j'ai ouvert un PEA, on en reparlera sûrement, mais le PEA pour qui c'est un plan d'épargne investissement. Donc c'est un comment dire? Une sorte de portefeuille dans lequel tu peux mettre de l'argent et ça te permet d'investir, par exemple, sur des entreprises, en bourse et cetera. Et le PEA, il a des avantages fiscaux qui sont intéressants et pour ça, il faut qu'il ait au moins 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir ouvert il y a 5 ans pour pouvoir profiter des avantages fiscaux et pour les assurances vie, c'est 8 ans. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un PEA et des assurances vie, même sans forcément mettre d'argent dessus, juste je les ai ouverts dans le but, on appelle ça de prendre date, c'est-à-dire en gros de commencer à faire courir les 5 ans ou les 8 ans. Parce que je me suis dit comme ça, le jour où je vais vouloir vraiment m'intéresser à l'investissement et à investir de manière, proactive, ben mon PEA, il sera déjà mature, il aura déjà passé les 5 ans, mon assurance vie, elle aura déjà passé les 8 ans aussi et donc voilà. Donc ça, c'est les 2 choses que j'ai faites, c'est que j'ai ouvert ces 2 comptes et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré un maximum d'argent de mon compte courant pour le mettre sur des livrets A, sur des LDDS et cetera, qui sont des placements sans risque et aujourd'hui qui ont un rendement plutôt intéressant. Voilà, OK. la première chose que je vous dirais, bah, ça donc je résume en gros, formez-vous, ça c'est le plus important. Vous prenez tout ce que vous faites et enlevez votre argent de votre compte courant, mettez-le sur des livrets sécurisés, là il y a pas de risque Mmh. et après si vous voulez aller un peu plus loin, commencez à ouvrir un PEA, des assurances vie, en faisant attention à ce que vous faites. OK, donc ouais, en gros, en 3 termes, ce serait éducation et on va dire éducation, formation et anticipation. Voilà, c'est ça, Plus ouais. ou mais ouais, c'est vrai que oui, voilà, c'est ouais, c'est vrai que c'est important de s'auto-former. Est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, selon ton expérience et ton vécu, si tu devais conseiller un top 3 déplacements d'argent pour un jeune étudiant qui a des faibles revenus, donc je pense que les gens qui nous écoutent, c'est pas forcément des milliardaires. En tout cas, s'il y en a un, le virement, Donc pour vivre, j'attends le virement, on fournit le RIB de after school, quand tu veux. Je serais content d'avoir un petit mécène ou un sugar daddy, hein, ça dépend. ah, c'est autre chose. Ça, c'est la chose. Et du coup, ouais, si tu devais te conseiller un top 3, voilà, des placements pour un jeune étudiant ou un jeune actif qui a des faibles revenus, qui commence à rentrer dans l'investissement. En fait, il y a pas de réponse, on va dire, officielle à cette question, tout simplement parce que la première étape, ça va être donc après la formation, comme on l'a dit, ça va être de définir son profil d'investisseur. En gros, c'est-à-dire quelle est mon appétence, à quel point je suis prêt à prendre des risques. Ça, c'est important. Tu dois définir tes risques et tes objectifs, sachant que les 2 sont corrélés, hein. Forcément, plus tu prends de risques, plus tu as de chances d'avoir des bons, rendements. Donc ça, il faut déjà que tu te mettes d'accord avec toi-même et que tu t'écrives sur une feuille pour avoir une feuille de conduite, de te dire: «Voilà, moi, c'est ça mon risque». OK. Maintenant, je vais te donner donc plusieurs cas. Donc tu as le cas où je ne veux prendre aucun risque, pour des raisons personnelles, hein. Ça peut être par exemple, soit parce que ton caractère fait que tu ne veux pas prendre de risques, soit parce que tu as un projet, je sais pas, par exemple, tu veux acheter un appartement ou quoi et donc tu peux pas te permettre de risquer ton argent. Mmh. Donc à ce moment-là, si tu veux zéro risque, les placements à zéro risque, c'est les livrets. Donc livret A, LDDS qui est un peu moins connu, mais c'est le petit frère du livret A. Tu as le livret jeune pour les moins de 25 ans. Pareil, c'est un équivalent au livret A et le LEP, c'est aussi un équivalent au livret A, mais qui est, pour, ceux qui sont, enfin pour les classes «plus populaires» entre guillemets, Mmh. c'est-à-dire ceux qui ont des revenus, enfin il y a des conditions à respecter pour l'avoir. Donc voilà, donc en gros, c'est les 3 livrets, enfin c'est les 4 livrets. Ces livrets-là sont encadrés par l'État, donc c'est quand même, sécurisé, hein, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, ils ont des bons rendements, ils sont à 3 et ils sont nets d'impôts, nets de tout. Ah Donc oui, ça, c'est donc vraiment voilà. cool. Et aujourd'hui, bah, un rendement à 3 net, sans risque, aujourd'hui, tu fais pas mieux, hein, que le livret A, ça existe pas. Donc après ça va varier, hein, dans pas longtemps, ça va sûrement redescendre, Même les mais pour PEL? l'instant, alors le PEL, ça je vais en parler après, mais ouais, les PEL, c'est aussi, sans risque. Par contre, le rendement est plus faible parce qu'en fait, il est indexé sur le livret A et c'est toujours en dessous du livret A. Donc là, je sais pas combien il est, mais quand le livret A est à 3, il doit être à 2, quelque chose comme ça peut-être. OK. Alors pour Ouais. les auditeurs qui nous écoutent, LEP, c'est livret d'épargne populaire et PEL, c'est plan d'épargne logement. Donc comme ça, si vous voulez vous informer de votre côté, il y a pas de souci. Mouais et le LDS, c'est, livret développement durable et solidaire, il me semble. Donc ça, c'est un petit frère du livret A. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le livret A a un plafond, hein, c'est 22 000 €, ce qui fait que c'est son seul inconvénient, c'est que si tu atteins le plafond, ben après derrière, voilà, tu as le LDDS qui lui a un plafond de 12 000, donc en tout, tu peux mettre 35 000 € de manière sécurisée et sans aucun risque. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Livret A, LDDS, jusqu'à 35 000 €. Le LEP, si vous êtes éligible, à prioriser, hein, parce qu'il a un meilleur rendement, mais tout le monde n'est pas éligible et livret jeune, pareil, si vous êtes éligible, à prioriser aussi.
Bon, voilà, ça, c'est les 4 livrets. Après, je vais aller peut-être un tout petit peu plus vite sur les autres, parce que je vous laisserai le temps de regarder de votre côté. Il y a ce qu'on appelle les comptes à terme. Donc ça, des comptes à terme, c'est, donc les banques le font. C'est en gros, c'est une sorte de contrat où, tu t'engages sur une durée, par exemple, de 5 ans. Et en gros, l'idée, c'est que, tu vas mettre ton argent. Alors, il va pas être vraiment bloqué, hein. Tu vas pouvoir le récupérer, parce que ça, j'ai pas dit non plus. Le gros avantage des livrets A aussi, c'est la liquidité. C'est-à-dire que tu peux rentrer et sortir ton argent comme tu veux. L'argent n'est jamais bloqué. Dans OK. les comptes à terme, il est pas bloqué non plus. C'est juste que tu t'engages sur une durée de 5 ans et en fait, le taux qu'on te promet, pour avoir le taux, affiché, il faut le laisser pendant 5 ans. Si tu le retires plus tôt, du coup, tu pourras le retirer, mais tu n'auras pas le taux, qu'on t'avait promis. Tu auras un taux plus faible. Donc c'est ce qu'on Mais appelle ça reste, casser un livret, c'est ça? C'est plus ou moins comme ça qu'on tu casses, enfin, c'est un compte à terme, c'est une rupture de contrat. En gros, c'est chaque année, on te demande si tu veux bien prolonger sur l'année d'après. Donc ouais, l'idée, c'est que quand tu t'engages, j'ai pris 5 ans comme exemple, hein, ils font pas tous 5 ans, mais moi, ceux que je connais, ils font 5 ans. Donc voilà, imaginons, on te dit: «Tu as un rendement de 3 sur 5 ans». Si je laisse 5 ans, mais ça m'aurait fait effectivement un rendement de 3 par an. Si j'enlève au bout de 2 ans, j'aurais peut-être eu que 2 au final par an. mmh. Voilà. Mais c'est pas bloqué, donc tu peux quand même le récupérer et c'est sans risque, le capital est garanti à 100. Donc ça, c'est cool. OK. Donc en gros, les comptes à terme, c'est intéressant si tu veux quand tu as rempli, ton livret A, ton LDDS. Tu vois, quand tu as tout rempli, tous les plafonds sont atteints. Donc d'abord, on fait des livrets, comme j'ai dit, et ensuite, si on en a encore et qu'on ne sait pas où le mettre, on peut le mettre dans des comptes à terme. OK. Et enfin, dans le même style, donc toujours capital garanti sans risque, tu as les fonds euros des assurances vie. Alors, il faut voir lesquels, hein, parce qu'il y a certains qui sont boostés et qui, du coup, ont une part de risque. Mais ça, il faut bien regarder les conditions, et cetera. Mais sinon, voilà, la plupart des fonds euros des assurances vie, donc les fonds euros normaux, c'est un petit peu comme des livrets, en fait, hein. C'est un peu le principe d'un livret A, sauf que le rendement est plus faible. Enfin, en ce moment, en tout cas, le rendement est plus faible. Des fois, il est plus fort, hein, ça varie. Et par contre, voilà, ce qu'il faut préciser, c'est que les fonds euros, on les prend dans le cadre d'une assurance vie et par contre, ils ne sont pas nets d'impôts. Et ça, je ne l'ai pas dit non plus sur le compte à terme, c'est pas net. OK. C'est-à-dire qu'il y a que les livrets qui sont vraiment nets. Les comptes à terme et les fonds euros, derrière, tu vas avoir, par exemple, les comptes à terme, tu as la flat tax à 30. Mais Donc c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, par exemple, les comptes à terme, là, j'ai regardé tout à l'heure, les comptes à terme, j'en ai vu à combien j'ai vu? 2,5-3, un truc comme ça, brut. Donc ça veut dire qu'au final, il va te rester, peut-être que 2 net. Mmh. mmh. Ça, faut bien compter, voilà. C'est pour ça que les livrets, c'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment ce qu'il y a de cool parce que voilà, c'est net, c'est liquide, enfin, tu as tout ce que tu veux, tous les avantages. Donc voilà, ça, c'est donc les placements sans risque, livrets, compte à terme, fonds euros. OK, ça marche. Et donc ouais, tu quand même, enfin, on voit que quand même Maxime est assez calé dans le sujet. Enfin, il vous donne quand même plein de pistes intéressantes que vous pouvez explorer, si vous en avez envie. Et donc, enfin, on va peut-être, remettre une pièce dans la machine et un petit peu donner un dernier coup de marteau sur le clou, qui reste apparent. Mais voilà, on rappelle quand même que, selon toi, Maxime, enfin, dis-moi si je me trompe, mais quand même, voilà, la formation ou s'informer sur les solutions d'investissement, c'est capital. Enfin, tu me disais que tu comprenais pas que les écoles, ou en tout cas que dès le plus jeune âge, on va dire les institutions, que ce soit administratives, scolaires, ne s'intéressent pas à l'instruction ou en tout cas à l'éducation des gens, à la sensibilisation sur les solutions d'investissement. Bah, c'est sûr que ça, c'est tout ce que je vous ai parlé, c'est des choses que je ne connaissais pas il y a encore quelques années, alors que j'avais quand même fini un parcours ingénieur et que c'est quand même, comme j'ai dit, c'est quand même réputé ou quoi. Et de se dire que même à ce niveau-là, j'avais aucune connaissance de tout ce que je vous ai raconté. Alors que c'est des choses qui devraient être enseignées au lycée. Et après, là, je parle de l'investissement, mais au-delà de l'investissement, il y a aussi tout simplement des cours de gestion d'argent. C'est qu'il y a beaucoup d'adultes, de jeunes qui arrivent dans la vie adulte, qui ne savent pas gérer leur argent. Et ça, c'est aussi un problème. Et ça, c'est des choses qu'on devrait apprendre, au lycée, même au collège. Et je peux même pousser en primaire. On peut commencer à faire des petites activités, ludiques pour, expliquer la valeur de l'argent, savoir comment le dépenser, combien est-ce qu'il faut économiser, et cetera, garder une épargne de précaution en cas de coup dur de la vie, et cetera. Mmh. Voilà, c'est des choses qu'on devrait Ouais. apprendre. Et c'est pas normal que la plupart des gens après découvrent ça, à l'âge de 40 ou Ouais, tout 50 à ans, fait. quoi. Typiquement, moi, j'ai plein, non, j'ai quelques amis qui vivent au-dessus de leurs moyens. Vraiment, ils vivent, au-dessus de leurs moyens. Je sais pas comment ils font. J'ai même, j'avais entendu parler, de comment ça s'appelle, enfin de quand je louais des appartements que
il fallait pas dépasser un certain pourcentage de son salaire pour louer un appartement. C'est que plus tard que j'ai compris que il fallait pas dépasser, enfin, que le loyer qu'on devait payer ne devait pas représenter plus de 30-35% de notre salaire, parce que sinon on allait clairement être dans le rouge, enfin, et pas pouvoir investir plus tard ou garder de l'argent de côté. Mais c'est vrai que voilà, ces tips, ces informations, ces astuces, même voilà, cette éducation, on l'apprend que sur le tas. Et c'est vrai que voilà, comme tu disais, Maxime, ce serait important, voilà, d'avoir comment dire, des premiers cours, des formations, tout simplement, ou une éducation. Donc, on va le dire clairement, il faudrait que l'éducation nationale, ou en tout cas que le ministère de l'économie s'investisse, c'est le cas de le dire, s'investisse réellement dans cette mission-là, parce que on va dire que même au niveau global, l'investissement, enfin, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que voilà, l'investissement des gens joue sur l'économie d'une nation? Alors ça dépend parce qu'après, bon, on va pas rentrer dans de la politique, hein, mais il y a certains politiciens qui, eux, au contraire, veulent attaquer justement les placements parce qu'ils considèrent que c'est de l'argent qui dort et qui, du coup, ne rentre pas dans l'économie. Donc, voilà, après, il peut y avoir des débats là-dessus. Mais, en fait, ça dépend comment tu investis, en fait. C'est-à-dire que si tu investis, par exemple, dans des actions, dans des PME, on pourra parler, par exemple, du PEA-PME, qui est le petit frère du PEA, qu'on a évoqué tout à l'heure. Celui-là, il permet d'investir dans des PME, donc des petites et moyennes entreprises françaises. Et donc ça veut dire que tu investis dans des entreprises françaises et pareil, tu peux aussi investir dans des startups et cetera. Il y a des fonds d'investissement, qui existent. Je vais pas commencer à sortir des noms barbares parce que je vais pas vous faire peur. Heu, non, voilà, c'est ce qu'on peut appeler genre les venture capitalistes, des trucs comme Voilà, ça, mais enfin, j'ai peur, ça, Maxime. c'est des fonds d'investissement qui, voilà, qui permettent d'investir dans des jeunes sociétés, bah, plus ou moins grosses, même dans des startups. Donc quelque part, oui, ça pour le coup, ça fait tourner l'économie. Après, tout dépend encore une fois, comme je te dis, il y a des politiciens qui, eux, par contre, vont dire si c'est pour placer tout son argent sur des actions d'entreprises américaines, et donc voilà, effectivement, c'est peut-être de l'argent qui va tourner, mais pas au service de la France. Et donc, voilà, il n'y a pas longtemps, j'avais entendu là, pendant les élections ou quoi, je ne sais plus lequel, quel politicien, et justement, il voulait s'attaquer à ces comptes épargne qui dorment, entre guillemets, et il voulait, je sais pas, mettre, tabasser de taxes ou je sais plus quoi, pour forcer les gens, en gros, à dépenser leur argent et à les remettre en Ok. circulation. Hmm, ça marche. Ouais, donc ouais, il y a une part de politique, d'instance politique dans l'investissement, enfin dans une moindre mesure, mais elle est présente, cette dimension-là. Parlons un peu plus des concepts clés, si tu le veux bien. Alors on parle souvent, quand on investit, d'intérêts composés, d'effets boule de neige, voilà, comme tu disais, des termes barbares ou on va dire un peu flous, pas se mentir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est simplement et comment on peut s'en servir à notre avisage? Ouais, alors, les intérêts composés, c'est ce que Einstein appelait la huitième merveille du monde, Carrément. et à juste titre. Ah oui, ça plaisante pas. Heu, En fait, le concept des intérêts composés, alors expliquons les choses simplement. Quand j'investis, alors peu importe dans quel support, hein, que ça soit, bon, après on parle en bourse, hein, mais peu importe, je place de l'argent, donc je le place dans une entreprise. L'idée, c'est qu'en gros, chaque année, je vais avoir des intérêts qui vont tomber. Donc on appelle ça des dividendes. Heu et le truc, c'est que soit ces intérêts-là, je peux les récupérer et les récupérer sur mon compte courant et les dépenser, me faire plaisir avec. À ce moment-là, on va dire que tu es entre guillemets «rentier». C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est plus, quand tu arrives vers l'âge de la retraite. Si par exemple, tu as investi, toute ta vie, tu te retrouves avec un bon capital qui est investi, qui génère des intérêts, des dividendes, chaque année, et potentiellement, si tu as assez, beh, tu vas pouvoir le sortir sous forme de rente, et ça va te faire une sorte de prime de fin d'année que tu vas pouvoir dépenser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle rentier. Mais ce que tu peux faire aussi, si tu n'as pas forcément besoin de cet argent dans l'immédiat, si par exemple tu es jeune, ou quoi, beh, cet argent qui est généré par tes investissements, plutôt que de le récupérer et de le dépenser, d'en faire ce que tu vas le replacer, tu vas le repositionner sur, le même Ok. investissement. C'est-à-dire que par exemple, j'ai une position en bourse, elle me génère 10 par an. Et beh, si par exemple j'avais 10 000 €, ça m'a généré 10, donc 1 000 €. Et ben ce que je fais, c'est que je rajoute ces 1 000 € aux 10 000 € qui sont actuellement positionnés, heu, en bourse. Ce qui fait que l'année d'après, j'aurai 11 000 € qui vont travailler et qui vont me générer 10. Ouais. Donc l'année d'après, j'aurai 1 100 € et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que ça va pas croître de manière linéaire, mais ça va clairement croître de manière exponentielle.
et c'est pour ça que c'est génial les intérêts composés. C'est vraiment un effet boule de neige comme tu l'as dit. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, alors c'est pas un exemple forcément des plus réalistes, mais si je prends 10 000 € placés, sur un fonds qui rapporte 10, ça veut dire donc 10 000 €, hein, seulement 10 000 €, je les mets sur un fonds à 10 et je reviens 40 ans après. D'accord? Donc imaginons je fais ça à 20 ans, je les mets 10 000 € et je reviens à ma retraite. Les 10 000 € Si sont t'en as des une. si j'en ai une, Si t'en as une. si j'en ai une, et les 10 000 € à ma retraite, ils seront devenus 450 000 €, alors que j'avais Oh. mis que 10 000 € à la base quand même. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça va vraiment croître de manière exponentielle et c'est comme ça que, en plaçant ne serait-ce que, 100-200-500 € par mois suivant vos revenus, si vous faites ça toute votre vie, ben, à la retraite, vous allez vous retrouver avec potentiellement 1 million voire 2 millions de capital positionné. Donc ça peut être vraiment, très, très intéressant. Alors, je vous rassure, Maxime, il a pas fait ce calcul de tête. Il a sûrement pris un site. Il y a plein de sites qui existent. Si vous prenez une base de départ, le rendement annuel et ça vous calcule ce que vous avez à la fin après X années. Maxime, rassure-nous, tu ne l'as pas fait de tête ce calcul. Pourquoi tu casses le mythe? Bien sûr que je l'ai fait de Ah, tête. pardon, excuse-nous. Non, Maxime est un génie. Voilà. Je redis. Alors en vrai, il y a des sites qui font ça. Vous calculez intérêt composé, calcul d'intérêt composé et vous pouvez mettre la somme que vous mettez au départ. Vous pouvez mettre aussi les sommes que vous voulez rajouter chaque mois, chaque année. Vous mettez le rendement net espéré et ça vous donne, la somme que vous aurez dans X années. Voilà, j'allais justement en parler, mais voilà, à savoir, voilà, c'est pas quelque chose de immobile. Enfin, on pouvait laisser l'argent travailler au fur et à mesure, il n'y a pas de problème, vous pouvez le laisser travailler et croître, mais vous pouvez aussi remettre de l'argent en continu tous les mois, vous pouvez mettre 50, 100, 200, X euros, la quantité qui vous permet de pas être dans le rouge et la quantité que vous voulez. Mais voilà, ça va en croître encore plus vite. Alors c'est ce qu'on appelle, dis-moi si je m'arrête, enfin dis-moi si je dis des bêtises, Maxime, mais c'est une suite plus ou moins arithmético-géométrique. Alors pour ceux qui sont en terminale, ça doit leur parler, mais pour ceux qui ne sont pas du tout en terminale ou qui ont des vagues souvenirs ou qui n'en ont aucun parce qu'ils l'ont pas fait encore. Mais oui, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique parce que voilà, vous avez toujours le même intérêt qui est multiplié, c'est une raison. Donc c'est ce qu'appelait Maxime la croissance exponentielle et arithmétique parce que vous rajoutez tout le temps chaque mois ou à chaque avec une fréquence identique un certain nombre, un montant qui est tout le temps constant. T'as vu, mes cours de maths me servent. Ah, je vois qu'il y a des bons souvenirs, hein. Je vois, hein, t'as vu, hein. Pas bête, hein. Alors, donc on a un petit peu parlé de ce que c'était que les intérêts composés. Et donc parler un peu plus, voilà, rentrons un peu plus dans le sujet avec tout ce que c'est que les intérêts, parce qu'on nous parle de placement à 10%, de placement à d'autres pourcents. Enfin, pourquoi on a tellement une gamme de pourcentages de rendement qui est vaste et est-ce que c'est plus ou moins relié à ce qu'on appelle la notion de risque, parce qu'on en parlait au début, qu'il y avait voilà, des gens enfin, qui avaient un peu peur du risque qu'il y avait derrière tout ça. Est-ce que tu peux un petit peu nous éclaircir tout ça, Maxime? Oui, bah, je vais reprendre ma célèbre phrase de tout à l'heure, c'est qu'il y a pas d'argent facile, tout simplement. Donc en réalité, le risque est fonction inverse du rendement. Non, pardon, c'est l'inverse. Le risque est proportionnel au rendement. Donc plus tu vas prendre de risques, plus tu vas avoir des possibilités d'avoir des bons rendements et d'obtenir des objectifs, élevés. Mais le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que quand on te propose des gros rendements, c'est forcément qu'il y a un risque derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te l'ai dit, le meilleur rendement sans risque, c'est le livret A, 3 net. Il y a pas mieux aujourd'hui. Si on vous propose un fonds, quel qu'il soit, hein, un investissement quel qu'il soit, on vous dit que ça rapportera plus que 3 net, c'est forcément qu'il y a un risque. Donc c'est pas possible, si tu veux, d'avoir des rendements à 5, même vers 10, j'en parle même pas. C'est voilà, 10, c'est forcément qu'il y a un risque et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre aussi parce que, il y a quelque temps, j'avais entendu parler du crowdfunding immobilier. Il y avait une tendance là-dessus où en gros l'idée c'est, alors je sais pas si le crowdfunding, peut-être vous connaissez de manière générale, hein, c'est une sorte de cagnotte où chacun peut participer dans le but de financer un projet. Et là, en gros, c'était appliqué à l'immobilier, c'est-à-dire que n'importe qui, hein, toi, moi, on peut mettre la somme qu'on veut dans un projet immobilier. Cet argent, en fait, il va à un promoteur immobilier qui va pouvoir construire des appartements, les mettre en location, et cetera. Et
Et en gros, ça, on te présentait ça comme, voilà, c'était vraiment la tendance et tout. On te dit: «Ouais, mais c'est de l'immobilier, donc c'est sans risque» et pourtant on t'affichait des rendements à 8-10. Donc là, déjà, ça te met la puce à l'oreille. C'est que c'est pas possible d'avoir un rendement à 8-10 sans risque. Et en fait, voilà, quand tu réfléchis 2 secondes, bah, tu comprends qu'en fait, tu prêtes de l'argent à un promoteur immobilier pour qu'il crée un projet immobilier, mais sauf qu'on sait que dans le bâtiment, combien est-ce qu'il y a eu de projets abandonnés, d'entreprises qui ont fait faillite dans le BTP? Enfin, il y a que ça. Et là, on a vu par le covid, là, c'est encore pire Ah, que c'était tout. pire avec le prix des matériaux qui a C'est ça, les explosé. matériaux ont explosé, il y a eu je sais pas combien de sociétés qui ont fermé. Donc voilà, donc on te présentait le crowdfunding comme la solution. En fait, on jouait sur le fait que dans les mentalités populaires, l'immobilier, c'est considéré comme sans risque et donc du coup, on te dit: «Bah, c'est de l'immobilier, donc il y a pas de risque, mais par contre, tu as un rendement de 10». Bah, non, ça marche pas comme ça. Si c'est 10, c'est que c'est très risqué. Même la bourse, elle fait pas toujours 10. Donc voilà, ça n'existe pas les faux rendements. Voilà, si c'est Mmh. 2-3, c'est le rendement, des assurances vie du livret A, OK, là, il y a des chances que ce soit sans risque. Au-delà de 3 net, c'est qu'il y a quand même une part de risque. Donc renseignez-vous bien sur ce que c'est que cet actif. OK. OK, d'accord. Donc voilà, à retenir, voilà, en dessous de 3, c'est plus ou moins safe, on va dire que ça comme ça. Au-dessus de 3 net, méfiez-vous. Enfin, intéressez-vous et posez des questions. Voilà, à peu près, hein, 3 c'est aujourd'hui, mais ouais, dans l'idée, c'est ça. On va essayer d'aborder un peu plus les types d'investissements. Alors, tu nous as déjà parlé du PEA, du LEP, du PEL. Alors, LEP, livret d'épargne populaire, PEL, plan d'épargne logement. On en a abordé au tout début de l'épisode. Alors, est-ce que tu peux nous parler des principaux placements, investissements avec, si tu peux, voilà, leurs défauts, leurs avantages pour chacun. Donc, là, tu en as déjà parlé de certains, mais est-ce que tu vas en parler d'autres ou... Oui, alors il y en a beaucoup, je vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit. Donc juste pour rappel, donc tout ce qui est livret, livret A, LDDS, LEP, et livret jeune, le fonds euro d'assurance vie, les comptes à terme. Alors pour revenir brièvement sur le PEL, jusqu'à présent, on l'a présenté comme un plan, d'épargne, ce qui est vrai, hein, puisque c'est effectivement un plan d'épargne dans la mesure où il va te rapporter des intérêts régulièrement donc sur l'argent que tu as placé. Donc tu peux très bien t'en servir comme si c'était un livret A, par exemple, ou n'importe quel autre livret. Mais il faut pas oublier que dans le PEL, il y a épargne logement. Donc, la base du PEL, c'est, d'aboutir sur un projet immobilier. En gros, l'idée, c'est que le PEL, il faut le maintenir pendant 4 ans. Il faut effectuer des versements réguliers et si tu fais ça, ça te permet au bout des 4 ans de pouvoir souscrire un crédit immobilier à un taux intéressant. Alors ce taux-là, il dépend en fait de la date à laquelle tu as souscrit le Ah, ok. PEL. Mais typiquement, bon, aujourd'hui les taux sont élevés, hein, mais il y a quelques années, les taux étaient beaucoup plus faibles et tu avais donc des PEL avec des taux de l'ordre de 2%, je crois que c'est 2,2. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu avais souscrit un PEL, par exemple en 2020, eh ben, aujourd'hui, tu pourrais souscrire un crédit immobilier à 2,2. Ce qui serait vraiment intéressant puisque là, les taux étaient montés à 4,5, donc ça Hmm. aurait été vraiment intéressant. Ah oui, là oui. Bon, bah, je Voilà. regrette. Je... Dommage. Ah non, ah, ça a perdu, pas de bol, pas de bol. Ouais. Euh, Donc voilà, ça c'était les fonds donc sans risque, donc j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ensuite, on a tout ce qui est l'immobilier. Alors l'immobilier, il y a l'immobilier en direct, c'est-à-dire en gros j'achète, un appart. Alors ça peut être un studio, un 2 pièces, ça peut même être une place de parking, hein. Il y un avait ces garage, tendances-là. une cave. Oui, garage, tout ce que tu veux. Moi, je vais acheter Alors, des tu achètes caves. quelque chose, voilà, bah, achète des câbles. Donc voilà, après il faut tu peux louer des box, hein, par contre, ouais, ça existe. Ah, c'est pas mal. Tu peux acheter des box. Enfin bref et du coup, voilà, donc tu peux acheter comme ça, par exemple, un studio, et ensuite l'idée, c'est que tu vas pouvoir le mettre en location. Alors après, bon, là, pour le coup, je rentre vraiment pas dans le détail parce que là, il y a plein de trucs, hein, mais tu as par exemple la location meublée, c'est le LMNP dont on entend souvent parler et certains politiciens l'ont dans le collimateur, hein, donc pas sûr que ça soit encore très intéressant à l'avenir. Mais voilà, c'est l'idée, c'est j'achète un appart, je le mets en location et je récupère, bien évidemment, le loyer, que me doivent mes locataires. Ça permet de rembourser aussi le crédit parce qu'en général, quand tu achètes l'appartement, tu le souscris un crédit à la banque et en gros, ça te permet de jouer sur ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux l'appartement, imagine, on va prendre un petit studio qui coûte 100 000 €. Mhm. Moi, si je mets, par exemple, je veux mettre que 10 000 €, j'emprunte 90 000 à la banque, par exemple.
Ça veut dire qu'en gros, elle a fait un effet de levier, c'est-à-dire que moi, j'ai investi 10 000 €, mais au final, j'ai un bien qui a une valeur de 100 000 €. Donc c'est comme si j'avais eu un effet de levier fois 10. Ah d'accord. Et donc ensuite, l'avantage, c'est que je vais pouvoir mettre cet appartement en location et mes locataires, ils vont payer le loyer. Et si j'ai bien calculé mon coût, que j'ai bien acheté dans la bonne zone, que j'ai bien négocié mon prix d'achat, et cetera, et beh, normalement, le but, c'est que, le comment dire? Le loyer que me doivent mes locataires va couvrir les mensualités que moi je dois à la banque pour rembourser le crédit. En gros, mes locataires remboursent mon crédit. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en gros, je suis en train d'acheter un appartement qui ne me coûte rien, Ouais, qui te puisque coûte que le 10 000. crédit est remboursé par mes locataires. Voilà, il Ah m'a oui. coûté, moi, les 10 000 € de départ. Et à la fin, je vais me retrouver avec un appartement qui vaut 100 000 €, tu vois, une fois qu'on aura remboursé tout le crédit. Donc voilà, ça c'est l'avantage de l'immobilier, c'est que c'est un des seuls investissements où on peut profiter d'un effet de levier, comme ça grâce à la banque, parce que la banque te prête de l'argent et potentiellement tu peux, scaler, enfin, c'est-à-dire en gros faire ça à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'en gros, si chaque appartement tu arrives à le rentabiliser, c'est-à-dire que si te les loyers que tu fixes permettent de rembourser les mensualités de ton crédit, beh, pour la banque, elle va considérer que tu es à zéro en fait, hein. Finalement, ça te coûte rien, puisque c'est les locataires qui remboursent le crédit. Donc la banque va potentiellement être enclin à te refaire faire à t'autoriser un nouveau crédit et tu vas pouvoir acheter un deuxième studio avec un deuxième crédit à la banque. Les locataires vont rembourser le deuxième crédit et ainsi de suite. Tu vas pouvoir acheter un troisième, un quatrième, un cinquième appartement, puisqu'à chaque fois, en fait, tant que tu es dans le positif, bah, la banque, elle a pas de souci à te prêter de l'argent puisque, les locataires remboursent à chaque fois. Donc là, si je comprends bien, Voilà. Maxime, t'es en train de jouer à Monopoly, mais dans la vraie vie. Ouah, pas dans la C'est théorie, hein. dans Voilà. la mais plus ou Dans la moins, c'est théorie, Monopoly, à quand la rue de la paix? Est-ce que tu passes par la c'est case impossible. prison, Maxime? Alors je l'ai fait vraiment de manière très simplifiée, hein, mais voilà, dans l'idée, c'est ça, c'est que l'avantage d'immobilier, c'est que tu as cet effet de levier qui peut te permettre d'acheter beaucoup plus que les moyens que tu as réellement, en fait. OK. Heu, donc ça, c'est plutôt cool. Après bon, j'ai quand même volontairement occulté une partie de la réalité, c'est que, l'immobilier, en direct, il y a quand même c'est pas si simple que ça. C'est que ça demande quand même beaucoup d'investissement personnel, dans le sens où les locataires, il faut s'en occuper, hein. Donc dès que le store, il va péter, dès qu'il y aura un problème de plomberie ou quoi, c'est toi qu'on va appeler, hein. Le locataire, il va t'appeler, va falloir que tu viennes en catastrophe pour venir voir ce que c'est, que tu appelles le plombier, que tu le prennes à tes charges, et cetera, et cetera. Et typiquement, moi, par exemple, j'ai des amis ou des parents d'amis ou quoi qui font ça et on te dit souvent que l'immobilier, hem, te promet un rendement de 5. En réalité, ce qu'ils me disaient, c'est qu'en réel net, c'était plutôt de l'ordre de 2 en fait, hein. OK. Tu vois, 2-3. Parce que voilà, ça te prend tes ça te voilà, il faut faire des travaux, il faut l'appartement, tu le vois bien, hein, sur les Airbnb et tout, tu vois, c'est toujours nickel, tu as tous les trucs high-tech ou quoi. C'est parce qu'ils renouvellent régulièrement le mobilier, ils font régulièrement des travaux. Parce que si tu laisses l'appartement à l'abandon, ça va te coûter une blinde, au bout du Oui, compte. voilà. Le but, c'est que l'appartement, il soit loué et qu'il y ait quelqu'un dedans pour rembourser, C'est ça. le crédit. C'est Voilà, il faut bien prendre en compte, voilà, tous ces coûts-là de travaux, d'aménagement et d'investissement en temps personnel, quoi. en fait, on devient véritablement entrepreneur quand on est, on va dire investisseur dans l'immobilier. Ah ben après, si tu en as beaucoup, ouais, tu peux créer ce qu'on appelle des SCI, hein, c'est des sociétés civiles immobilières. C'est une sorte de société dans laquelle tu peux mettre, plein d'appartements et tu peux t'associer avec des amis à toi. Chacun va détenir, des parts dans la société. Vous pourrez acheter encore plus d'immobilier et cetera. Alors après, c'est aussi une passion, hein, il faut aimer ça, hein. Moi, je suis pas forcément à fond dans l'immobilier, mais il y en a beaucoup que ça passionne et voilà. Mmh. Et tant qu'on est dans l'immobilier, je vais faire un petit mot rapide sur les SCPI, qui en Vas-y, je t'en gros prie, vas-y, prends, tout est the floor is yours. vas-y, note tout, hein. Non, je note tout. En gros, les SCPI, ça permet d'investir dans l'immobilier sans avoir toutes les contraintes que je viens de dire, puisque pour la faire courte, en fait, tu achètes pas directement un appartement, tu vas plutôt mettre de l'argent dans une, société qui est de gestion, qui va justement gérer des biens immobiliers et après c'est la société qui gère tout. Toi, tu n'as rien à faire. Potentiellement, l'appart, il est à 2000 kilomètres de chez toi, on s'en fiche et c'est la société qui le gère. Toi, tu mets juste l'argent et après elle va acheter des appartements, en revendre, récupérer les loyers et cetera. Voilà, elle va tout gérer elle-même. Ça permet donc de lisser le risque parce que du coup, tu ne mets pas tout ton argent sur un seul appartement. Ton argent, il va être, dispatché sur tous les appartements de la SCPI. Donc ça limite quand même le risque, ça c'est plutôt cool. Ça t'élimine toute la gestion, comme je l'ai dit, tu rien à gérer. Donc ça, c'est des choses, plutôt intéressantes et les rendements sont intéressants. On peut avoir des rendements, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on peut avoir du 5. Alors là, c'est peut-être plus, brut et finalement, c'est des rendements qu'on aurait aussi, potentiellement dans l'immobilier en direct, hein. Donc
Ah, ça peut être intéressant si tu veux faire de l'immobilier, sans te prendre la tête avec, voilà, avec tout ce qui est achat d'un appartement, revente, notaire, et cetera. Mmh. Donc voilà, ça c'était pour l'immobilier. Ensuite, la bourse, là c'est un vaste sujet, mais en gros c'est, donc on peut investir dans un PEA, dans un compte titre, dans une assurance vie. Ça c'est des enveloppes fiscales et qui nous permettent d'investir par exemple en bourse. Donc là, tu vas pouvoir acheter des actions, soit dans des entreprises, vraiment que tu souhaites, soit dans des formules, ben, alors soit tu as ce qu'on appelle les ETF ou les OPCVM qui en gros c'est des Toujours plus d'acronymes. mais il y a que ça sur de finance, j'essaie de limiter, hein, mais j'ai pas le choix. Bah, justement, j'aurais une question En après sur ces acronymes. Ouais, OK. Mais en gros, voilà, c'est-à-dire que, ce que je viens de citer, en gros, c'est des sortes de fonds d'investissement. Voilà, en gros, ça permet de regrouper les ETF, c'est vraiment intéressant parce que les frais sont assez faibles. En gros, c'est que, par exemple, je peux investir sur un ETF monde et en gros, ça va dispatcher mon investissement sur toutes les plus grosses sociétés du monde. Donc ça va permettre de, voilà, de faire très simplement un investissement global, donc de limiter les risques puisque j'investis un petit peu dans plein d'entreprises plutôt que de tout mettre dans une seule. Donc voilà, ça c'est la bourse, voilà, il y a pas mal de alors on a des rendements intéressants, hein, mais pour le coup là, c'est plus risqué, sauf si tu as vraiment un horizon d'investissement sur du long terme, où en réalité on se rend compte que la bourse globalement, si tu fais les choses bien, globalement le risque sur un horizon de plus de 10 ans est assez faible. Donc voilà, ça fait très peur à la base, quand on dit la bourse ça fluctue beaucoup, mais sur le long terme ça va, c'est pas si, catastrophique. Oui, en gros, il y a ouais, ce retour à la moyenne. Enfin, ça oscille autour d'une moyenne au fur et à mesure des années. Voilà, ça fait en fait la moyenne est croissante sur le long terme, donc normalement tu es censé gagner de l'argent, sur du long terme. Ok. Alors, tu nous as parlé de plein d'acronymes, de plein de possibilités. Donc, j'espère que ça n'a pas trop perdu les gens, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou directement à nous écrire. Alors, selon toi, est-ce qu'il y a vraiment des raisons, ou quelles seraient les potentielles raisons qui font que voilà, ce monde de l'investissement il reste opaque pour un grand nombre de personnes? Est-ce qu'on cherche, tu penses qu'il y a des gens ou en tout cas des institutions ou ce n'est pas des phénomènes qui cherchent à rendre ce monde plus opaque qu'il ne l'est. Ah, c'est-à-dire que déjà, il y a un problème de base, c'est qu'en France, l'argent est quand même tabou et globalement, on n'a pas cette mentalité, par exemple aux États-Unis. Alors, je dis pas du tout que les États-Unis, c'est mieux que la France, hein, au contraire. Mais là-dessus, c'est vrai que La faut reconnaître sécurité que sociale. bon, par exemple, c'est vrai qu'ils ont cette mentalité de, voilà, c'est l'American dream, hein, c'est vraiment, on pousse les gens à réussir et quand quelqu'un réussit, on va l'admirer, on va le pousser encore plus. Alors qu'en France, voilà, c'est un peu l'inverse, dès qu'on cherche de l'argent, on va taper sur les entreprises, on va voilà. Donc il y a ça qui joue aussi. Il y a donc le fait que ce soit tabou, le fait qu'on n'en parle pas à l'école aussi, hein, comme on a dit, ça c'est un problème. C'est que si tu sais pas que ça existe, bah, tu risques pas de te lancer, hein, tout simplement. Et après oui, possiblement aussi que, tu as des voilà, les banques et cetera qui aiment bien garder le monopole. Parce que mine de rien, moins les gens s'y connaissent, mais plus, ils vont être obligés de faire appel à des courtiers, à des banques et cetera, à des conseillers, machin. Et donc l'avantage, c'est du coup, quand les gens savent pas, tu peux leur proposer un peu n'importe quoi et typiquement, si tu vas dans des banques, je pense qu'ils vont, te pré te pro si tu vas voir un conseiller dans une banque, il va plutôt chercher à te vendre en gros les produits de sa banque à lui, dans le but de gagner des commissions, plutôt que vraiment te conseiller sur, ce qu'il y a de mieux pour toi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est des commerçants aussi, hein, Mmh, donc c'est dans leur intérêt aussi que les gens soient pas totalement au fait de tout et voilà, je pense, hein. mmh. Comme dit, alors je sais plus quel philosophe dit ça, mais je crois que c'est Socrate. Le savoir implique le pouvoir ou c'est Aristote? Bonne question. Bonne question. Bon, vous nous direz aussi si c'est Socrate, Aristote ou Platon. C'est un des trois pélos. Il est grec, mais je ne sais plus qui a dit ça. Voilà, comme disait Maxime, c'est que voilà, le savoir peut éviter certains abus ou en tout cas certaines erreurs ou de se faire mener en bateau tout simplement. Donc ouais, toute l'importance voilà de se former, de s'éduquer, de s'instruire sur ces sujets, c'est important. Voilà, comme m'a dit Maxime, c'est pas forcément très compliqué, mais il faut quand même s'y intéresser un minimum. Peut-être que voilà, ça vous permettra d'éviter certains pièges que vous n'auriez pas vus si vous n'avez pas suivi X ou X formation, ou X ou X vidéos sur YouTube ou X ou X cours. Donc ça peut être utile. Alors, tu nous parlais des banques et alors, donc parce que voilà, je
je connais des gens qui vont encore, voilà, chez leur banquier. Moi, je pense, ça fait des années que je suis pas allé chez mon banquier, au moins des années, qui, voilà, essayent d'avoir des conseils en investissement sur les placements les plus rentables, les moins rentables, le risque. Pour beaucoup de personnes, surtout je pense, pour nos parents, les banquiers, c'est encore, on va dire, des personnes très reconnues, où on va dire, entre guillemets, nos parents, ils vont chez le banquier comme ils vont à la boulangerie ou chez le coiffeur. Donc c'est quasiment, on va dire, c'est normal. Pour les jeunes, je pense que enfin pour les jeunes actifs, les jeunes étudiants, c'est un peu moins le cas. Est-ce qu'on a un changement selon toi de conseillers en investissement, ou est-ce qu'en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres conseillers meilleurs ou pas, je ne saurais dire, mais d'autres conseillers que les banquiers, que les banques en général? Bah, j'ai envie de te dire le meilleur conseiller, c'est toi-même, hein. Si tu te formes par toi-même, au moins, tu es sûr qu'on va pas te mener en bateau. Globalement, les banques traditionnelles, oui, ça reste quand même une valeur sûre, ça rassure, surtout les voilà, plutôt les parents, tout ça. C'est vrai que nous, on est plus habitués à tout ce qui se fait en ligne. Mais, c'est vrai que le fait d'avoir un conseiller physique, que tu as en face de toi et aussi contre qui tu peux aller pousser une gueulante si jamais il y a un problème ou quoi, c'est bien aussi. Parce que c'est vrai que des fois les plateformes en ligne, tu as pas toujours les supports qui répondent et cetera. Donc bon, mais c'est vrai que de manière générale, les banques traditionnelles, pour moi, elles sont quand même un peu dépassées. Parce que quand tu regardes les frais qu'elles pratiquent sur leurs produits, on est bien au-dessus des frais qu'on peut trouver sur des produits équivalents en passant par des plateformes en ligne. Donc voilà, si tu veux, le coût du fait d'avoir quelqu'un en physique à qui parler, tu le retrouves dans ces frais-là. Mmh. Et donc voilà, si tu veux passer à autre chose, tu as tout ce qui est maintenant les néobanques. Alors je ne vais pas en citer, mais on en connaît plein. Et après, tu as aussi tout ce qui va être les courtiers. Par exemple, je vais pas leur faire de la publicité, hein, mais tu as par exemple Trade Republic, Linksea et cetera. Tout ça, c'est des plateformes qui te permettent d'ouvrir des comptes titres, des PEA, des assurances vie et cetera, et globalement, les frais sont beaucoup moins, importants, donc c'est quand même plus intéressant. Globalement, c'est bien fait. Il faut savoir que, par exemple, sur, Linksea, Heu, les assurances qu'il y a derrière, ce sont des assurances, connues. C'est moi, par exemple, j'en ai, d'ailleurs, c'est Generali, c'est, par exemple, des filiales de la Société Générale et cetera. Donc c'est des vrais assureurs qu'on connaît. C'est pas parce que tu passes en ligne que tu tombes sur des plateformes obscures que tu connais pas. Mmh. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a derrière, tu peux avoir en fait, finalement, tu as le même contrat que si tu allais le faire dans une banque traditionnelle, sauf que tu as des frais beaucoup moins importants. Ouais, voilà, Donc c'est ça vaut qu'il le y coup a de quand se même des pencher là-dessus. garde-fous. Il y a des digues qui sautent pas. Enfin, en tout cas, comme on va dire, grâce à l'AMF, l'AMF virement, on n'oublie pas. Grâce à l'AMF qui voilà qui régule un petit peu les marchés financiers, ça peut voilà, on va dire que tout ce qui se passe en France, en tout cas l'investissement en France, est régulé, et ça permet voilà de pas faire sauter des digues et de pas non plus se lancer dans l'inconnu pur et total. Ouais, puis en plus, il y a des garanties, c'est-à-dire que quand c'est reconnu par l'AMF, je crois que chaque assureur, enfin, je parle pour les assurances vie, hein, mais c'est valable aussi pour les PEA et cetera. Chaque assureur, en fait, il y a une, comment dire, une sorte de garantie, c'est-à-dire que si jamais il y a un gros problème ou quoi, l'AMF couvre les pertes à une certaine hauteur, et après je crois même que l'État français peut couvrir aussi à une certaine hauteur. Alors je sais plus exactement si c'est, de l'ordre de 70 000, 100 000 €, je sais plus quoi, donc potentiellement tu es quand même couvert. Mmh. Donc voilà, même s'il y avait une faillite de l'assureur, en théorie, tu peux quand même récupérer, voilà, il y a une garantie derrière, à condition que ça soit bien contrôlé par l'AMF et que tu ailles pas sur des courtiers obscurs, dans des pays, hors UE et cetera. OK. Alors, bah, merci pour toutes ces explications. Bah, voilà, on a appris un peu plus sur, voilà, sur, le conseil, quand on a besoin d'investissement. Parlons un peu plus des techniques. Alors, je reviens sur le fait que, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont sur les banques, enfin, chez le banquier pour avoir des conseils sur les placements. Est-ce que, enfin, je sais pas si tu es allé chez le banquier, mais où tu as déjà signé un contrat pour un projet d'investissement ou de placement, est-ce qu'il y a des techniques ou des choses à vérifier avant de signer le contrat? Alors, je dis ça parce que c'est arrivé à quelqu'un que je connais de signer un contrat pour, je crois, une assurance vie, et il n'a pas eu le contrat, mais littéralement pas lu le contrat. Quand il avait placé une somme X, et il voit qu'il y a que 99% qui a été placé, et il voit pas où est le dernier pourcent. Et moi qui lis le contrat, bah, je vois que bah, le dernier pourcent, bah, il était en frais. Déjà, ça représentait des frais pour la banque, donc de l'argent clairement perdu. Et ensuite, il n'avait pas vu que
en signant ça, ça l'engageait pour X mois, qu'il y avait la notion de risque, et il savait même pas comment rompre le contrat sans lire. Enfin, c'était écrit pas dans les petites lignes, mais c'était écrit. Et donc, est-ce qu'il y a des techniques ou des choses à vérifier avant de signer un contrat? Enfin, déjà le lire, je pense. c'est Ouais, quand même. c'est important parce que voilà, ça peut vous éviter des galères, même les petites lignes. Oui, oui. Mais est-ce que voilà, selon toi, tu as d'autres techniques? Ah, déjà, comme on l'a dit, la première chose à vérifier, c'est que, l'assureur, en l'occurrence, enfin, l'endroit où vous souscrivez votre fonds d'investissement, il soit bien reconnu par l'AMF. Ça, c'est très important. L'AMF, elle tient aussi même une blacklist des courtiers, qui ne sont pas fiables. Donc il faut bien, voilà, vérifier que l'AMF, l'a validé. Ensuite, il faut regarder bien sûr les frais, parce que les frais, des fois ça paraît pas beaucoup. On se dit: «Ouais 0,5, 1 2 3 Quand tu mets 100 euros, tu te dis: «Bon 3 € ça va». Sauf que 3 si un jour tu as 500 000 € de placés, bah, ça fait plus 3 € quoi. Donc les frais, il faut les prendre en compte, parce qu'en plus on a dit sur l'assurance vie, sur les fonds euros, les rendements sont pas non plus dingues. Donc si tu as des rendements de 2 et qu'il y a 1 de frais, bon, ça va vite casser ton rendement. Dis-toi Donc faire que très attention. je connais une Oui. autre personne qui confond pourcent et euros. Pour elle, 3%, c'est 3 euros. 20%, c'est 20 euros. Ouais, mais là, il faut peut-être, aller dans un hôpital psychiatrique ou faire consulter quelqu'un, je sais pas. C'est peut-être un souci, plus profond. Après, c'est pas désagréable, hein, pour la personne, hein, mais Mais bon oui, bref. Ouais, lâchez pas l'école, les enfants, ne lâchez pas l'école. ouais, lâchez rien. Lâchez rien. Ouais, donc voilà, donc bref, donc regardez les frais, parce que forcément sur les assurances vie notamment, il y a des frais de gestion, mais après tu as aussi des frais, ça c'est valable pour les PEA et tout, tu as des frais aussi, quand tu rentres sur une position, c'est-à-dire quand tu, places de l'argent par exemple, en bourse, il y a aussi des frais qui sont pris au passage. À un moment donné, je vous ai parlé, des ETF et des OPCVM, qui sont donc, voilà des comment dire? Une sorte de fonds d'investissement en bourse. Bah, typiquement, les ETF, leur gros avantage, c'est qu'ils ont des frais très bas. Alors que les OPCVM, c'est des fonds qui sont gérés et c'est souvent ça que les banques traditionnelles vont chercher à te vendre, parce que bien souvent, c'est des fonds qu'elles gèrent eux-mêmes et sur lesquels elles prennent des commissions. Alors, elles vont te vendre en te disant: «Oui, mais c'est une équipe d'experts, heu, qui, heu, qui gère ce fonds d'investissement, ils ont des bons rendements» et cetera, et c'est ça qui justifie les pourcentages. Voilà, sauf que clairement, quand tu compares le frais les frais d'un ETF et les frais d'un OPCVM, avec des rendements qui peuvent être équivalents, tu as des frais qui sont mais complètement différents. Donc il faut vraiment faire attention à ces frais parce que c'est des petites sommes, mais sur le long terme, ça représente beaucoup. Mmh. Voilà, c'est-à-dire typiquement, si tu prends un OPCVM dans une assurance vie, tu payes les frais de gestion du fonds, donc de l'OPCVM, et tu payes aussi les frais de gestion de l'assurance vie. Pour peu que tu aies pris une gestion pilotée sur l'assurance vie, tu prennes en plus les frais de gestion pilotée de l'assurance vie. Donc les frais, ils se cumulent en fait et ça devient, ouais, ça peut vite faire des vraies sommes. Ouais, OK. Donc attention, voilà, attention aux frais. Après, voilà, faire attention sur les plateformes et bien regarder les avis, voilà. Se méfier des offres trop alléchantes, hein, comme on l'a dit, il y a pas de rendement sans risque Le 10% et ouais, net, 10% net tout, chaque année, même ça existe pas ça. voilà, vous pouvez pas commander, vous pouvez pas moi j'ai commandé au Père Noël un rendement de 10% net, mensuel. Ah ouais, Bizarrement, mais je l'ai pas reçu. alors Après ça voilà. va arriver, hein, En, n'hésite pas. en parlant de Père Noël, qui est lui l'expert des cadeaux, on va parler des experts du domaine. Est-ce que l'investissement il est vraiment réservé qu'à des experts? Enfin, on parle tous d'experts, de traders, d'investisseurs. Voilà, on a tous une image en tête du courtier qui arrive à Wall Street avec la cravate, prêt à en découdre pour vendre ses actions. Est-ce que voilà, il y a encore, enfin, est-ce que déjà il y a eu enfin, est-ce que c'est véritablement vrai? D'où ça vient? Et est-ce que l'investissement, il est vraiment fait que pour les experts ou on va dire les «sachants» entre guillemets? Bah, en même temps, tu as parlé à un moment donné, peut-être un lapsus, c'est, le trading. Là, pour le coup, oui, là, c'est vraiment des experts, parce que le trading, c'est vraiment voilà, il faut quand même une formation, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, c'est pas du tout un jeu, voilà. Par contre, l'investissement, là, c'est vrai que depuis le début, j'ai parlé de beaucoup de choses. Alors peut-être je vous ai fait peur sur certains sujets, mais on en parlera peut-être à la conclusion. En réalité, si vous voulez investir très simplement, il y a des choses très simples à faire. Tu peux juste ouvrir un PEA et mettre par exemple de l'argent sur, un ETF monde. Donc il faudra que vous appreniez ce que c'est, voilà, mais c'est pas très compliqué en soi.
Et ça, pour le coup, tu as besoin d'aucune connaissance et aujourd'hui, c'est un des investissements qui a les meilleures rentabilités et voilà, c'est pas la peine d'aller chercher, forcément à aller investir dans plein de trucs exotiques, dans plein d'entreprises, essayer d'analyser, les performances des entreprises et cetera. Non, en fait, tu peux juste, voilà, juste prendre un PEA, mettre dans un ETF monde un peu d'argent et voilà. Donc non, c'est pas réservé aux professionnels. OK. Bon, au moins c'est clair, c'est dit, c'est dit. Donc enfin, si c'est pas réservé à des professionnels, à des sachants, est-ce que voilà, est-ce que tu pourrais nous conseiller peut-être un média, un livre, une newsletter, une plateforme, aux auditeurs qui pourraient en apprendre davantage sur l'investissement et sur comment placer son argent ou comment mieux le placer? Ben, moi, j'ai surtout appris, en fait, en regardant sur des vidéos YouTube, en lisant beaucoup d'articles et cetera. Je sais que tu as j'avais téléchargé des applications, je sais plus si c'est Le Figaro ou je sais plus, ouais, je crois que ça doit être Le Figaro, qui ont une branche économie. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur un podcast, alors je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Investir simplement, faudra vérifier, mais il me semble que c'est Investir simplement et pour le coup, ils expliquent, il y a une chaîne YouTube aussi. Heu et ils expliquent, bah, un petit peu les différents types d'investissements, comment faire quoi faire de son argent et c'est assez quand même vulgarisé. Il y a des fois, il va un petit peu plus loin, mais ça peut être, un média intéressant. OK. OK, ben, donc voilà, il y a plusieurs sources, en fait. Enfin, à nous de trouver la celle qui nous correspond le mieux, je pense, c'est ça? Bah, il faut croiser les sources, ça qui est important. Après, tu as aussi des livres, du style, alors je l'ai pas lu, mais tu as les meilleurs placements pour les nuls, qui peut-être te permettraient de connaître au moins les différents placements, tous les acronymes que j'ai cités. Si vous ne les connaissez pas, voilà, la première chose, c'est noter tous les mots que j'ai dit que vous ne connaissez pas, vous les notez et vous cherchez, sur internet un par un, pour comprendre, voilà, les spécificités de chacun, comment ça fonctionne et cetera. Mmh. Et ouais, ne pas hésiter, voilà, à vérifier, enfin, plus que vérifier, mais à regarder plusieurs vidéos. Moi, ce que je fais quand, quand je cherche un truc ou quand j'ai besoin d'une information, je dis n'importe quoi, il y a pas si longtemps, je cherchais un sac à dos. Alors, vous allez me dire, Rocha, il est fou, mais j'ai regardé, je crois, une quarantaine de vidéos, rien que pour trouver un sac à dos, en regardant différentes chaînes, juste pour savoir s'ils avaient plus ou moins la même idée, les mêmes avis et les mêmes opinions sur les sacs à dos pour au final trouver celui qui me convenait parfaitement. Et c'est vrai que voilà, croiser les sources, comme disait Maxime, c'est important. Au moins, ça permet de se dire, bon, je fais pas confiance enfin, c'est pas un petit échantillon qui me le dit, c'est pas une personne ou deux, peut-être 5, 6 personnes, c'est peut-être répété ailleurs. Ça, on va dire, ça donne confiance en tout cas. Ou en tout cas, ça permet d'affirmer un peu plus notre choix. Ouais et juste, je voulais donner le nom parce que je l'ai retrouvé. Le podcast, la chaîne YouTube, c'est Thomas Investir Simple, Ok. pour ceux que ça intéresse. Bah, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y aller et à dire que vous venez de notre part, de la part de Maxime et de la part d'After School. Est-ce que ça lui fera Mmh. plaisir? Je Je sais prends pas, mais ça me fera 10%. plaisir. Je prends 10% sur, Ah, sur des passages. voilà, l'investissement, l'investissement. C'est bon, je vous mets un code promo dans la description. Euh, Tant qu'on est à la rigolade, est-ce qu'il y a une anecdote un peu folle, un peu cocasse, drôle qui t'est arrivée dernièrement ou pas voilà, sur les placements ou une news que t'as vue qui était marrante? Alors, personnellement, je pense pas que j'aurai des trucs intéressants à vous raconter. Par contre, il y a une affaire qui est très connue et que peut-être vous connaissez pas, ça date un petit peu, hein. C'est l'affaire Kerviel. Je sais pas si ça vous dit quelque chose? C'est un grand scandale qui a eu lieu donc, à la Société Générale. En gros, il a rejoint la Société Générale en 2000. En 2005, il est devenu, trader senior, donc un poste assez convoité quand même et en 2008, alors pour ceux qui connaissent, c'était la crise de subprime, hein. C'était une année assez compliquée, mais en gros, au début 2008, il y avait pas encore donc la crise, mais en fait, ouais, c'est un peu lié finalement à cette crise, mais en gros, la Société Générale a découvert qu'ils ont perdu, 4,9 milliards d'euros et que ça serait dû aux activités de trading de l'un de leurs employés, des activités qui n'étaient pas autorisées et en fait, l'histoire a montré que, bah, l'employé en question, c'était donc, Kerviel et en fait, il avait développé plein de stratégies d'investissement un peu complexes et en fait, il masquait ses activités. Après, il falsifie même des informations, fait des transactions et cetera. Enfin, il avait monté un truc pour pas que
pour pas trop que sa hiérarchie, s'en rende compte et il s'est mis à spéculer beaucoup, beaucoup d'argent de la Société Générale, en fait, hein et en fait, la Société Générale enfin, son unité, dans laquelle il travaillait avait une barrière spéculative de 125 millions d'euros. Donc ils étaient pas censés dépasser cette somme-là. Tu peux rappeler ce que c'est que spéculer? Enfin, ce que ça veut dire spéculer pour Spéculer, ceux. ça veut dire, en gros, tu vas, mettre de l'argent sur un cours boursier, et en gros, tu vas miser à la hausse ou à la baisse. OK, C'est-à-dire que tu vas essayer d'anticiper ce que va faire, comment va évoluer, le cours boursier sur lequel tu veux spéculer. OK. Et donc en gros, là, ils avaient une barrière, donc spéculative, hein, donc de 125 millions d'euros. Donc ils n'étaient pas censés dépasser ça et ils se sont rendus compte que Jérôme Kerviel, à lui seul, avait investi 50 milliards d'euros de la Société Générale Oh le et sans que personne s'en rende compte. Alors plus tard, ils ont dit qu'en fait, la hiérarchie s'en était aussi rendu compte, mais comme en fait, il avait des bons rendements, et que tout marchait bien, ben, ils ont fermé les yeux. Tout simplement, tant que ça marche, on dit rien, quoi et le jour où ça a pas marché et qu'il y a eu une baisse, je pense que ça doit être dû au subprime, hein, je suis pas sûr, mais j'imagine. Bah, là, du coup, forcément, hein, si tu avais mis 50 milliards dans le truc et bah, tu peux perdre 5 milliards en une journée ou quoi, enfin et à un moment donné, ça s'est su, hein, ils s'en sont rendus compte quand même et c'est devenu une grosse affaire et bon, il a été condamné et cetera et maintenant il a changé de vie et il fait des conférences justement pour parler des risques et des dérives des marchés financiers. Parce que, bah, il connaît bien et son histoire, elle a quand même été, assez connue, tu vois? Ouais, médiatisé et tout, c'est vrai que ouais, perdre, 50 milliards. Enfin, il a misé 50 milliards, il a perdu 4,9 Pas mal, pas mal, moi et déjà qu'une fois j'ai perdu c'était il y a quelques semaines, j'ai perdu 10 €, j'avais l'impression d'être la bouse de l'univers. Alors perdre 4,9 milliards, oh, ouais, je te raconte pas le stress que tu dois avoir. Je pense que c'est pas ta meilleure journée, quoi. Tu vis pas ta meilleure ah, vie. c'est sûr. Surtout que c'est pas son argent à lui, hein, c'est quand même, C'est pas l'argent de papa maman, c'est l'argent du big boss, quoi. ouais. Alors on arrive bientôt à la fin de l'interview, et alors quelques petites questions, juste avant de finir. Maxime, qu'est-ce que tu alors c'est une question que j'ai posée à tout le monde, à tous les intervenants. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? Alors, bah, il y a 10 ans, j'étais pas très grand quand même, hein, donc je sais pas ce que je me dirais, mais en gros, ouais, ce que je dirais à un jeune, un ado ou quoi, je dirais, commencez vraiment à vous renseigner, heu, dès maintenant, posez des questions peut-être à vos parents s'ils connaissent un petit peu les sujets. Il y a certaines choses aussi qu'on peut faire, par exemple les PEA, les assurances vie, on peut les ouvrir, on peut commencer à les ouvrir même en étant mineur, je crois. Si je dis pas de bêtises, il faut être accompagné d'un responsable légal, mais on peut déjà ouvrir une assurance vie, et il me semble aussi un PEA en étant mineur et donc l'avantage, c'est que comme ça, comme j'ai dit qu'il fallait prendre 5 il fallait 5 ans ou 8 ans pour qu'elle, devienne mature et qu'on puisse avoir tous les avantages, bah, si vous l'ouvrez, pendant que vous êtes au lycée, même si vous y touchez pas, hein, juste vous l'ouvrez, comme ça quand vous serez, vous arrivez dans la vie active, bah, vous aurez un PEA qui sera prêt, une assurance vie et cetera. OK. Alors, enfin, c'est la question que je me pose, mais je me dis, est-ce qu'on peut être addict à l'investissement? De la même manière qu'on peut être addict au jeu, est-ce que l'investissement, ça peut être, ça peut engendrer, créer une addiction? Chez des personnes se dire: «Bon, j'ai toujours autant, j'ai de l'argent en épargne, faut que je l'investisse, faut que je l'investisse, faut que je l'investisse à chaque fois». Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Bah, en investissement, je pense pas forcément parce que ça reste quand même très passif, hein. Un investissement, c'est tu mets de l'argent et tu le laisses travailler pendant 40 ans ou quoi et tu vas pas, rentrer et sortir de position toutes les 5 minutes. Mmh. En investissement, théoriquement, ah, tu as moins de risques de devenir fou, dessus. En revanche, en trading, bah, là, c'est l'exemple que je viens de donner, hein, c'est, celui de Kerviel. C'est que oui, le trading, ça a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus actif. C'est tu passes ta journée sur les marchés, tu penses qu'à ça, tu peux avoir toutes les notifs sur ton téléphone qui sonnent tout le temps, toute la journée. Dès que le cours monte, baisse et cetera, tu veux acheter, tu veux vendre et là, ça tu peux ça confère le loup de Wall Street et cetera. Mmh. Enfin, tu peux très vite aller en burn-out et c'est pour ça que beaucoup de jeunes dans la finance ne restent pas si longtemps dans la finance parce que c'est quand même très, très exigeant et tu peux très vite devenir accro et c'est vrai que l'image du trader qu'on voit dans Le Loup de Wall Street, elle est peut-être un petit peu forcée, ils ont forcé les traits, mais malheureusement la réalité est quand même en partie là-dessus, hein. C'est vrai que, ouais, il y en a beaucoup qui vont finir en burn-out et c'est voilà, Mmh. le OK. trading, c'est quand même très exigeant, quoi. OK, d'accord. Ouais, c'est vrai que oui, voilà. OK, je comprends mieux. OK, ça marche. Mais bah, merci en tout cas pour, la clarification et dernière question, de l'interview.
avant qu'on passe à une autre rubrique qui sera le vrai faux. Alors, j'ai entendu certains qui, voilà, avaient peur d'investir. Ça venait de certains amis qui avaient peur d'investir parce que, voilà, l'investissement, ça renvoie à tout ce qui est capitalisme. Enfin, c'est pas forcément des idéaux ou on va dire des valeurs, entre guillemets, politiques, des opinions politiques qu'ils partagent. Voilà, c'est très relié à, voilà, à se faire de l'argent, à engranger des bénéfices, tout ça. Mais c'est vrai que voilà, on est de plus en plus dans une démarche, ou en tout cas, on tend vers une démarche écologique. Est-ce que cette volonté, cette initiative écologique, cette mentalité et le fait qu'on veuille investir, est-ce que c'est vraiment si incompatible? Bah, non, parce qu'il y a pas mal de projets, «green» entre guillemets. Par exemple, alors je vais reparler, des ETF, mais voilà, donc les ETF comme, je rappelle encore une fois ce que c'est, hein, une sorte de package d'actions en gros dans plusieurs entreprises. Ça regroupe plusieurs entreprises et donc tu peux investir, grâce à un ETF, tu peux investir dans plein d'entreprises, en même temps et facilement. Et bah, dans les ETF, tu as des ETF qui sont spécialisés dans plein de domaines et notamment, tu en as par exemple dans les énergies renouvelables. Tu en as aussi qui sont, spécialisés dans l'eau. Par exemple, tu vois toutes les entreprises qui font du traitement de l'eau et cetera. Donc tu peux choisir de n'investir que sur des entreprises, que sur des ETF, qui remplissent tes critères de voilà, écologiques. Mmh. Pareil aussi dans les investissements, alors ça je maîtrise pas totalement, mais je sais qu'on peut aussi investir dans les forêts. Alors je sais pas exactement en quoi ça consiste, mais ça fait partie des investissements qui, voilà, qui peuvent être considérés comme écologiques. Donc tout est possible. Il faut juste se renseigner sur les actifs qui t'intéressent, sur les entreprises qu'il y a derrière, sur les projets et cetera. J'imagine qu'il doit même y avoir des projets de crowdfunding aussi où tu peux, participer là-dedans. Tu peux investir dans des startups aussi, hein, innovantes pour le climat, pour l'environnement. Donc c'est tout à fait possible, il faut juste se renseigner sur ce qu'il y a derrière, quoi. Faut pas mettre son argent sur des trucs que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Très bien. OK, bon, ben, au moins on on le sait. Enfin, on sait que maintenant c'est pas si incompatible que ça, que voilà, on peut quand même, arriver à respecter ces idéaux, ou en tout cas les, les valeurs écologiques qu'on défend. Et que voilà, on va dire, il y a de l'investissement un peu partout. Enfin, on peut investir dans, enfin, permets-moi l'expression, un peu dans tout et n'importe quoi. Enfin, dans la mesure du raisonnable et du légal. Euh, alors déjà, merci pour d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est vraiment très très gentil et ça a été très instructif. Euh, je te Avec propose, plaisir. je te propose qu'on passe à la deuxième partie où ce sera le vrai faux. Alors, je vais te donner plein d'idées reçues, plein de stéréotypes ou d'idées reçues qu'on se fait sur l'investissement pour un étudiant, surtout quand on utilise sa propre épargne, et tu devras me dire si c'est vrai, faux, ou si t'es plutôt d'accord ou pas d'accord. Est-ce que ça te va? OK, c'est parti. Allez, c'est parti. Un étudiant ne peut pas investir faute de revenus suffisants. Ça, c'est faux, parce qu'en fait, tu peux commencer à investir dès que tu arrives à dégager, 100 € par mois. S'il te reste 100 € par mois à la fin du mois, tu peux commencer à les investir. Alors le seul truc, par contre, c'est que c'est quand même bien d'avoir un matelas de sécurité d'abord. C'est-à-dire que si vraiment vous avez pas du tout d'argent sur des livrets ou des comptes, privilégiez d'abord, vous constituer une petite épargne de sécurité et après vous pourrez commencer à investir même 50 € par mois, c'est très bien. Ok. Investir en bourse est trop risqué pour un étudiant. Alors c'est faux, mais il faut se former. Mais techniquement, c'est faux, c'est même plus intéressant pour un étudiant, parce que ça veut dire que tu es jeune, donc tu as un horizon de placement qui est, beaucoup plus grand et plus tu as un horizon de placement lointain, plus le risque est lissé. Donc au contraire, c'est le meilleur moment pour, enfin, quand tu es jeune, c'est un des meilleurs moments pour investir. Les crypto-monnaies sont une bonne option pour un étudiant débutant. Alors pas du tout, c'est beaucoup trop volatile, hein. Volatile, ça veut dire que ça peut fluctuer, du tout au tout en quelques minutes. Alors typiquement, on a vu, sur des bitcoins ou quoi, sur certaines crypto-monnaies, il suffit d'un tweet d'Elon Musk pour, complètement péter le marché et bah, voilà, c'est beaucoup trop volatile, c'est beaucoup trop dangereux. Il est préférable d'attendre la fin de ses études pour investir. Pas forcément, tu peux commencer à investir, comme je l'ai dit, hein, dès que tu as un petit peu d'argent à mettre de côté. Après si toi tu voulais parler peut-être plus, sur de l'immobilier par exemple,
Là, pour le coup, si tu veux investir dans l'immobilier, il faut quand même un apport, minimum de base. Parce que tu peux pas acheter un appartement si tu as pas au moins, je sais pas, peut-être 20 000 € de base. Donc là, pour l'immobilier, il faut attendre un petit peu quand même. Mais pour d'autres investissements, tu peux tout à fait, comme j'ai dit, des 50-100 € par mois, c'est déjà bien, hein. Les étudiants doivent éviter tout risque dans leur investissement. Bah, c'est faux, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme ils ont un horizon de placement assez lointain, ça leur permet de prendre un peu plus de risques, mais tant que le risque, voilà, reste, maîtrisé, que tu sais ce que tu fais et que tu as bien ton épargne de sécurité, ça c'est important. Toujours avoir un matelas de sécurité de côté. Les investissements mensuels réguliers sont plus sûrs que les investissements ponctuels élevés pour un étudiant. Alors ça, c'est vrai, parce que tout simplement, tu vas lisser le risque. C'est-à-dire que comme le marché fluctue, si tu mets tout ton argent d'un coup, en investissement, par exemple en bourse, bah, tu sais pas si à ce moment-là, le marché, il est plutôt haut ou plutôt bas. Alors que si tu, lisses ton investissement et que tu le répartis en investissant un petit peu tous les mois, et bah, ça va permettre de lisser les fluctuations du marché et donc de lisser le risque. Il n'est pas possible d'investir sans épargner au préalable une somme conséquente. Ça, c'est faux, sauf peut-être pour l'immobilier en direct, comme, voilà, comme on m'a dit, il faut un petit peu d'argent au départ. Mais sinon, non, tu peux très bien investir à partir de zéro. Tant que tu as encore une fois ton matelas de sécurité, tu peux commencer à investir, en mettant un petit peu tous les mois. Investir dans le marché boursier nécessite obligatoirement une connaissance approfondie du secteur financier dès le départ. Ouais, là, quand même, il faut connaître un petit peu. Après, on en a parlé, tout à l'heure, c'était, par exemple, tu peux très bien investir dans un ETF monde et à ce moment-là, même si tu connais pas trop les détails, c'est globalement, un placement qui a fait ses preuves et qui est pas si risqué que ça sur le long terme. Donc tu as pas besoin de t'y connaître non plus, comme un investisseur professionnel, pourrait l'être. Contracter un prêt bancaire pour investir est une bonne idée pour un étudiant débutant. Alors non, sauf pour l'immobilier, mais sinon il y a ce qu'on appelle le crédit lombard. C'est un crédit que tu peux faire pour investir justement, par exemple en bourse ou quoi et ça je le déconseille, hein, de manière générale, n'investissez pas de l'argent que vous n'avez pas. Ne commencez pas à emprunter de l'argent à des amis ou quoi pour investir, c'est la pire des choses à faire. Alors il y a que pour l'immobilier où là, c'est OK de prendre un crédit auprès de la banque pour acheter un appartement. Et investir tôt offre toujours plus d'avantages à long terme patrimoniaux. Oui, ça c'est vrai, alors pour plusieurs raisons, mais déjà, par exemple, pour tout ce qui est succession, l'assurance vie, on sait que si tu investis avant tes 70 ans, tu auras des comment dire? Heu, pour la transmission à tes enfants, ça sera très avantageux et sinon, de manière générale, comme on l'a dit, hein, les intérêts composés marchent sur le long terme, donc plus tu investis tôt, plus tu auras des grosses sommes, à la fin. Bien, merci Maxime, c'était le vrai faux de l'invité. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez déjà des réponses de Maxime, si elles vous ont convaincu ou pas. Et si vous avez des retours à faire, vous avez l'espace commentaire ou vous pouvez directement en discuter avec nous sur les profils Instagram d'After School du podcast. Alors, on va passer à la dernière partie, qui va être la réaction à une actu. Alors, je t'ai envoyé un article sur lequel on va un petit peu discuter qui nous parle de cette tendance qu'ont les jeunes à ne pas se lancer dans l'investissement. Donc on observe qu'il y a beaucoup de jeunes cadres, en tout cas l'article parle des jeunes cadres qui ont tendance à dépenser leurs revenus dans des expériences, enfin des voyages, des sorties, plutôt que d'épargner ou d'investir. Ce choix il vient de plusieurs, on va dire de plusieurs motifs, de plusieurs raisons. Donc que ce soit un rapport à l'argent, que ce soit aussi l'incertitude due aux crises, ça peut venir aussi par rapport au pouvoir d'achat immobilier qui décourage beaucoup les investissements. Même d'autres qui ont, on va dire, assez peur du risque, enfin, assez peur, on va dire, de ce qui se cache derrière. Donc je voulais savoir un petit peu ton ressenti, même d'autres qui avaient des raisons idéologiques purement écologiques. Voilà, comme je le disais avant, beaucoup font l'affiliation investissement et capitalisme et cette dichotomie entre, on va dire, investissement et écologie, démarche écologique. Mais on a vu que c'était faux, qu'on a pu débunker cette fausse idée. Et je voulais voilà avoir un peu ton avis sur cet article, comme en plus tu es jeune cadre, comment tu pouvais le percevoir et quelles étaient tes réactions là-dessus? Ah, honnêtement, moi, j'ai pas forcément de conseils, sur comment en fait, chacun gère sa vie comme il veut. Et la philosophie peut s'entendre, hein. En vrai, ça peut s'entendre. En fait, ça s'oppose complètement, à la philosophie américaine,
Peut-être que certains ont entendu parler la mentalité FIRE, qui est une mentalité américaine qui, c'est l'exact opposé, hein. En gros, l'idée, c'est, quand tu es jeune, tu vas, tout faire en sorte d'avoir le moins de dépenses possible par mois et tout ce que tu vas pouvoir économiser, tu vas l'investir sur des fonds, donc de performance pour le long terme et cetera. Et donc en gros, l'idée, c'est que, pendant ta vingtaine, ta trentaine, tu vas vraiment oui, te «priver» un petit peu entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas peut-être habiter dans un petit studio, par exemple, que tu vas louer. Tu vas peut-être éviter d'avoir une voiture, tu vas prendre plus les transports en commun et cetera. Enfin, tu vas économiser au maximum, tout investir et le but, en gros, c'est d'avoir suffisamment d'argent investi à 40 ans pour pouvoir être rentier et prendre ta retraite. L'objectif, c'est la retraite à 40 ans, en gros, en vivant de ses rentes. Ça, c'est la mentalité FIRE. Et là, pour le coup, on est sur une mentalité complètement opposée. C'est là, c'est je dépense au max tant que je suis jeune et on verra ce qui se passe après. Et voilà, les 2 peuvent s'entendre, hein, parce que moi, quand j'ai lu l'article, c'est peut-être pas forcément ma philosophie, hein, de dire: «Je dépense tout sans réfléchir» et voilà. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand tu es jeune, c'est aussi là où tu peux profiter et je trouve ça dommage de te priver complètement quand tu es jeune. Voilà, si tu as les moyens de pouvoir partir en vacances avec des amis et cetera, c'est le moment d'en profiter aussi. Donc je pense que la vérité est un juste milieu entre les 2, quoi. Ouais, je comprends. En gros, c'est soit faut essayer de trouver cet équilibre entre soit la mentalité Carpe Diem YOLO et la mentalité FIRE. Donc Ouais. c'est à nous de doser, comme tu disais. Et voilà, on est seul maître de nos vies et surtout de notre investissement, de nos investissements, qu'ils soient monétaires ou non. Merci en tout cas beaucoup pour cette réaction. Alors, je te remercie Maxime d'avoir accepté de répondre à mes questions, de nous avoir un petit peu guidé dans ce monde qui est le monde de l'investissement et de comment investir L'obscur monde. exactement l'obscur monde. Merci beaucoup, j'espère que ça a aidé pas mal de jeunes, ou en tout cas les gens qui nous ont écoutés. Alors n'hésitez pas à réagir, à commenter, partager l'épisode de podcast à des gens qui pourraient être éventuellement intéressés. Donc déjà, premièrement, merci Maxime. Mais de rien, c'était avec plaisir. Si vous êtes intéressé, si d'autres personnes sont intéressées pour partager leur histoire ou en tout cas partager leur passion sur le podcast et qui pourrait intéresser des étudiants, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Rocha pour After School. À plus!